Le vendeur de demain sera un social seller ou il ne sera pas. Les commerciaux font face à des défis sans pareil en ce début de 21e siècle et ces obstacles n'ont fait que croître avec la crise que nous connaissons et dont nous ne semblons pas pouvoir nous débarrasser. À défaut donc de pouvoir accélérer la sortie de crise, les vendeurs de demain vont devoir se mettre au social selling et à marche forcée. Cela est indispensable car comme l'écrit Philippe de Liège dans son nouveau livre, être connu d'avance accélère la vente. Une interview sans filtre ni langue de bois que j'ai enregistrée il y a quelques semaines avec Philippe depuis son espace de coworking bruxellois. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing qui viennent de dépasser, nous en remercions, la barre des 21 000 écoutes cette année. Voilà qui récompense nos efforts de 20 ans que nous faisons des podcasts et les mettons en ligne en attendant qu'un jour on puisse appuyer sur le bouton et les écouter. Et grâce à vous, c'est le cas. Le sujet du jour, être connu d'avance accélère la vente, le nouveau livre de Philippe de Liège que nous recommandons chaudement. Alors, je suis avec Philippe de Liège. Bonjour Philippe. Bonjour Yann. Direct de Bruxelles, contrairement à ce que nous dit ton nom d'ailleurs. Le titre de ton nouveau livre, Être connu UE. Attention ici, l'écriture inclusive, c'est un sujet de débat, hein, mais bon, être connu d'avance accélère la vente, devenir social seller. Alors ça, c'est intéressant et tu commences dans ton bouquin, par nous parler, nous faire la louange du coworking. Pourquoi le coworking ? Oui, le coworking m'a permis de me transformer en social seller. Et moi qui, avec d'autres, essayé de former des jeunes ou des moins jeunes au social selling, sans trop de succès, il faut l'admettre, je me suis aperçu que simplement en étant dans des espaces de coworking permet de capturer la bonne attitude, parce que tous les jours, on va rencontrer des gens différents. Donc, naturellement, tous les jours, on doit casser la glace par rapport à des gens qu'on ne connaît pas. Naturellement, on doit pas faire son représentant de commerce bourrin et directement présenter ses services, parce que dans un espace de coworking, vous devez quand même vivre avec ces gens sur le mode long terme, puisque ce sont des gens que vous allez rencontrer fréquemment. Et donc, c'est vrai que c'est en rassembler ce que vous faites en networking, si ce n'est que vous voyez des gens régulièrement. Et donc, vous pouvez en fait agir sur le moyen et long terme. Et donc, c'est vrai que ce matin, encore une fois, et hier soir, j'ai rencontré 3 nouvelles personnes. Et naturellement, comme je sais que je vais les rencontrer dans 2 ou 3 jours, je n'ai pas l'agression du temps. Donc, je ne vais pas commencer à vendre mes services, etc. Donc, la première étape, je les découvre, je m'intéresse beaucoup à eux. Je me fais plutôt passer pour un gars très sympathique et empathique. Et puis, progressivement, une fois que le contact va se créer, je vais pouvoir peut-être un jour parler de moi, de mes services. Et c'est vrai que simplement, en étant dans un espace de coworking tous les jours, ça vous force à avoir la bonne attitude. Parce que certainement, moi, je entre un espace de coworking à Bruxelles qui est réparti sur 9 sites. Je peux croiser 2500 personnes différentes, donc probablement la moitié, je ne connais pas encore. Donc, si j'ai une attitude purement commerciale pour systématiquement vendre mes services, plus personne ne me parle. Et pourtant, ça fait 6 ans que j'y suis et tout le monde me parle. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à capturer, c'est pas le bon mot, mais pas appréhender non plus, mais appris l'art de vendre sans vendre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est effectivement, comme tu le dis, une parfaite métaphore de ce qui se fait en social selling. Moins on vend, plus on vend. Ce qui n'empêche pas tous les bourrins de la terre de nous harceler en nous demandant, y compris d'ailleurs des gens comme moi qui ne sont acheteurs de rien, de nous demander en réseau et puis une demi-heure après de nous dire mais au fait vous m'achèteriez pas mon produit. Mais pourquoi? Comment tu expliques que ce que ces gens ne feraient probablement pas dans la vie réelle, ils le font sur Internet et sur LinkedIn en particulier? Mais ils le font, je pense qu'il y a la pression du temps. Il faut savoir que, moi, j'ai une expérience de 28 ans d'expérience commerciale, dont 20 chez les employeurs. J'ai quand même été sous la pression du temps, c'est-à-dire que j'étais jugé de manière, quand tout allait bien, de manière mensuelle, un peu mieux de manière trimestrielle, et quand c'était vraiment très, très bien, sur base de 2 années.
et on voyait ce que je faisais dans mon réseau. C'est exceptionnel. Ça, c'était mon dernier employeur. Donc, c'est vrai que les 2 premières années, j'étais absolument pas rentable. Et puis, à partir de la 3e année, oui, j'ai cartonné. Quoi. Ce sont des gens qui ont investi en moi. Donc, il y a la pression en fait, du management. Il dit, OK, ils sont en networking. Donc, on m'a dit de vendre, donc ils vendent. Et on leur a dit qu'il fallait poser des questions, et puis ils posent des questions. Et donc, c'est assez marrant. Donc, à la fois, ils sont un peu scolaires, mais ils sont un petit peu maladroits. Alors, il y a aussi le fait qu'en networking, mais avant les réseaux sociaux, avant l'invention du coworking, on avait peu d'occasions d'apprendre le networking. Allez, moi qui suis un grand adepte de networking, avant Covid, j'en faisais 1 ou 2 par semaine. Mais ça, c'est vraiment... c'est rare de voir quelqu'un qui en fait autant. Donc, ça veut dire que c'est la balise haute. Donc, ça veut dire que je ne pouvais m'améliorer par semaine que 2 fois 1 heure. Donc, finalement, c'est des épisodes très rares. Maintenant, comme le networking, l'art de vendre sans vendre, et en fait, ce qu'il faut faire de manière digitale tout le temps sur LinkedIn, Twitter, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, et également en coworking, c'est normal qu'on s'améliore, puisque en fait, on le met en pratique. Si ce n'est que pour le moment, et ça c'est ma grande surprise, c'est là que j'ai compris qu'on formait mal les jeunes ou les moins jeunes, c'est qu'il faut d'abord apprendre les bases du networking pour devenir un social seller. Et il y a très peu qui maîtrisent cette compétence. Parce qu'encore une fois, c'était une compétence rare. Idem pour les salons. Les salons, en fait, les gens sont extrêmement mauvais, mais parce qu'on ne fait pas beaucoup de salons. J'étais la semaine dernière à Paris, et je suis quand même resté ahuri, enfin, en tout cas très étonné. Je me suis arrêté devant 7 stands, et il n'y en a aucun qui m'a abordé. Alors, naturellement, c'est l'opposition de ce qu'on désire. Naturellement, je n'ai pas eu un vendeur bourrin qui m'ennuyait, etc. Mais le constat, c'est qu'il n'y en a aucun qui a pris contact avec moi, ne fût-ce que de manière visuelle. Et donc, ces gens étaient collés sur leur smartphone. Oui. Ils avaient payé le stand avec des affiches partout, des écrans géants, et personne n'a voulu désirer avoir une interaction avec un humain. Naturellement, je n'ai peut-être pas l'outil qu'il faut pour acheter. Hein. Oui. Je me transforme, je m'habille en geek et tout, mais j'ai quand même mon âge, quoi. Donc, rien qu'avec mon âge et mes pas de doigts, on devrait peut-être comprendre que je suis peut-être assis sur un budget et que je suis un acheteur potentiel. Et ils ne le savent pas puisqu'ils n'ont pas pris contact avec moi. Alors moi, j'ai eu un contre-exemple l'autre jour au salon des Big Data. J'avais mon vélo à la main, comme j'ai toujours mon vélo à la main, comme tu le sais. Et je me suis fait arrêter par un commercial un peu meilleur que la moyenne qui ne m'a pas arrêté pour me vendre sa soupe. Il m'a arrêté pour me poser des questions sur le vélo. Et du coup, je me suis arrêté parce que j'avais pas vu son stand. Et j'ai vu que ce qu'il faisait, c'était une solution d'intelligence artificielle qui m'intéressait bigrement. Que c'était une société américaine qui était très en vue, mais qui était peu connue en France. Je me suis arrêté et j'ai pris mon micro et je l'ai interviewé. Il a gagné une visibilité gratuite sur Visionary Marketing. Moi, j'ai gagné un contenu et on est resté en contact. Donc, c'est quelqu'un, et pourtant, c'est un commercial. Le gars, c'est un business développeur. Donc, c'est quelqu'un qui sait. Mais il y en a qui sont bons. Hein. Donc, il y a des gens qui savent dès le début. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être formés pour savoir comment il faut vendre, mais ils sont extrêmement rares. Maintenant, pour revenir sur le lien avec l'événement coworking, c'est également provoquer la chance. Donc, naturellement, moi, chaque jour, chaque matin, je me lève et je me dis, tiens, où est-ce que je vais aller travailler aujourd'hui? Et surtout pas au même endroit que hier ou avant-hier. Et donc, c'est vrai qu'à Bruxelles, j'ai la chance de quelqu'un qui croit beaucoup aussi au coworking et qui investit sur beaucoup de sites qui sont assez grands. Donc, j'ai déjà le choix entre 9 espaces de coworking chaque matin. Même, je change à l'après-midi. En fait, je vais me déplacer vers un autre espace coworking parce que je sais que telle personne est à cet endroit-là et je vais me positionner pour créer la rencontre impromptue. Donc, il y a un petit peu quand même de stratégie. Hein. Pas si impromptu, parce que si tu la prépares… Oui, mais donc voilà, mais je sais qu'il est plutôt là. Et peut-être que je vais le rencontrer à la machine à café, où il sera plus détendu, etc. Et ce que je veux revenir, c'est qu'un bon networking, un networker plutôt, c'est quelqu'un en fait qui provoque la chance en le faisant très, très, très souvent. Ouais. Et naturellement, moi, la semaine dernière, j'ai fait 3 événements de networking. Il y en a un qui a été extrêmement mauvais. Donc, j'ai eu aucune touche. En plus, c'était horrible. J'ai passé 4 heures infernales. J'étais pas bien.
parce que j'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas le lieu, etc. Mais au moins, on peut pas me reprocher de ne pas avoir essayé, parce que j'y étais et je me suis donné la chance pendant 4 heures de peut-être rencontrer quelqu'un intéressé par moi ou intéressant pour moi. Et alors, ça, c'est la fréquence. Alors justement, on revient au bouquin parce qu'on a vu le premier chapitre qui était dédié au coworking parce que je trouvais ça amusant. Après, tu nous décris toute une méthode et bien sûr, on va pas résumer tout le bouquin ici. Je voudrais faire un zoom sur le chapitre 3 parce que le titre m'a interpellé. Il s'appelle « La réjouissance digitale ». Alors déjà, ça m'a interpellé parce que c'est original. Et tu commences par cette phrase « Un commercial obligé d'entamer le dialogue en se présentant est devenu désuet et c'est alors bien mal parti. » Qu'est-ce que c'est cette réjouissance digitale? Oui, ça veut dire que moi, j'en fais tellement pour être ce qu'on appelle connu d'avance dans mon secteur d'activité ou dans ma zone géographique. Quand j'arrive à une réception et que je dois me présenter, je suis vexé comme un pou. Ça m'arrive encore souvent. Mais néanmoins, si je rencontre 5 à 6 personnes dans une boîte d'une certaine taille, forcément, il y a quelqu'un qui va me connaître. Et alors aussi, il va se réjouir de me rencontrer pour la première fois. Parce qu'il a identifié que je peux peut-être l'aider, ça serait vraiment ce qui est mieux, parce qu'en fait, s'il pense que je peux l'aider, c'est un bon de commande. Mais en tout cas, il me croit porteur d'une certaine vision sur mon secteur d'activité. Et il a envie d'en savoir plus. Alors, je ne sais plus si j'en parle dans ce chapitre-là ou dans le chapitre suivant, mais la réjouissance digitale, moi, je le constate quand je prends des rendez-vous. Et c'est vrai que moi, j'ai un score, quand je prends un rendez-vous avec une grosse pointure, qui est de plus de 50%. Quand je commence le chat, je dis, tiens, voilà, je m'appelle Philippe, je pense que vous avez un potentiel charismatique qu'il faut exploiter dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut en parler? Il faut savoir que la plupart, 22%, me répondent tout de suite, oui, Philippe, ça tombe bien parce que je cherchais à te joindre, ou je voulais te rencontrer un jour. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils finissent toujours tous par la même petite phrase. Je n'ai toujours pas compris ce que tu faisais. Mais par contre, j'ai envie de te rencontrer. Et c'est leur mot. Hein. C'est très fréquent. J'ai envie de te rencontrer. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils se disent, si ce gars, je le rencontre, je fais le premier pas parce que ce quelqu'un a quelque chose à dire qui pourrait peut-être faire croître mon business. Et ça, c'est intéressant parce que ils sont déjà en fait près de moi, prêts à me commander parce qu'il y a une certaine envie de. Et alors, réjouissance digitale, je pense que ça ne vient pas de moi, mais c'est moi qui l'ai un petit peu diffusé plus. Je ne sais plus qui l'a dit pour la première fois. Mais en tout cas, moi, je sais ce qui m'a vraiment confirmé ça, c'est d'observer les sites de rencontres. Et les sites de rencontres, c'est assez fabuleux parce que quand vous analysez les pourcentages des gens qui se sont rencontrés via Mythic, Tinder, ben déjà, normalement, très souvent, ils s'embrassent lors de la première rencontre. Et parce qu'ils se connaissent déjà, ils se réjouissent de se rencontrer pour la première fois parce qu'il y a une multitude de chats, ils savent qui ils sont, etc. Et donc, c'est vrai que ça accélère. Donc, il y a un gros travail en amont de manière digitale, mais quand ils sont dans la vie réelle, tout est fait. Et alors, il y a aussi il y a 2 éléments qui sont assez troublants. Le premier, ça, c'est vraiment un changement, dans le sens où beaucoup de couples, maintenant, reconnaissent qu'ils se sont rencontrés de cette manière-là. Alors qu'auparavant, on savait qu'ils s'étaient rencontrés comme ça, mais ils ne le disaient pas. Puis après, surtout, j'en connais maintenant, ils sont ensemble depuis 15 ans. Et ce sont des couples très, très... comment dire, ils sont partis pour très longtemps. Et ça, c'est parce qu'ils se connaissent avant. Et donc, c'est vrai qu'ils ont béné le côté émotionnel, ou pour mieux se réjouir du côté émotionnel, parce que tout le côté rationnel, est-ce qu'on peut vraiment vivre, cohabiter ensemble pendant de longues années, a été fait par chat. Et c'est la même chose, c'est de la réjouissance digitale. Et tout le monde le sait, après la réjouissance digitale, parfois on jouit. Donc on peut... on va s'arrêter là et jeter un voile public. Mais donc ça veut dire qu'on peut faire, si on transpose ça dans le business, on peut faire signer un bon de commande, on peut être en affaires, et on va partir pour une relation d'affaires pendant plusieurs mois, plusieurs années. Alors ça me fait marrer ce que tu dis parce que j'ai eu aussi moi ça m'est arrivé plusieurs fois et notamment la première grosse commande que j'ai signée où j'avais une commande quand même de 50 000 euros et le gars qui me signe la commande il me disait aussi exactement la même chose.
Bon, en me tendant le bon de commande signé, on ne comprend rien à ce que tu fais. C'était excellent. Il venait d'acheter pour 50 000 balles un truc qu'il ne comprenait pas. Mais enfin bon, ça a été positif à la fin. Donc, ça veut dire qu'il se doutait bien qu'un jour, il finirait par comprendre. Je continue sur cette réjouissance digitale. Il y a une introduction qui est faite par Virginie Charles, qui est directrice marketing et communication de ePlan Software and Services, et qui dit quelque chose d'important. Elle nous dit, avant les réseaux sociaux, il fallait décrocher un rendez-vous avant de rencontrer le prospect et engager par là même la relation de mise en confiance. Et puis aujourd'hui, tout est inversé. C'est ça qui m'a fait vraiment tilter. Tout est inversé. Non seulement c'est inversé, mais en même temps, ça fait paniquer les commerciaux d'inverser la tendance. Oui, ça... moi, j'aimerais on va un peu accélérer peut-être le mouvement, hein, mais où il y a une grosse inversion, c'est vrai que, moi, j'ai été formé à l'ancienne et ça a fonctionné pendant des années. Hein, donc, merci, Michel Aguilar, tous les gens qui par leur travail de formateur ou par les bouquins que j'ai lus d'eux, je suis devenu un bon vendeur parce que j'avais une grande capacité d'écoute, une capacité d'écoute totale. Et maintenant, je me rends compte que je parle un petit peu du concept de classe inversée, dans le sens où les rôles se sont inversés. Donc, c'est vrai que quand vous êtes identifié comme quelqu'un qui a un vrai point de vue sur votre secteur d'activité, les gens, en fait, désirent que vous fassiez un live devant eux. Donc, en fait, ils désirent que vous fassiez ce qu'ils ont vu sur YouTube. Moi, il y a beaucoup de vidéos de moi qui circulent sur YouTube et ils me disent, tiens, venez un petit peu nous expliquer votre business. Faites comme ce qu'on a vu sur YouTube. Donc, ils veulent un live. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ce n'est plus moi qui questionne, c'est eux qui me questionnent. Et donc, il faut savoir que les gens sont confrontés à une pléthore d'informations. Donc, les gens sont déjà surinformés de ce qu'ils devraient acheter, de leur douleur. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils essayent d'avoir un point de vue d'un spécialiste et d'un spécialiste qui peut répondre à toutes les questions, de la plus simple à la plus compliquée. Et là, c'est vrai que les commerciaux ne sont pas prêts, d'autant plus qu'on continue à les former à l'ancienne et de renforcer cette capacité d'écoute et surtout de questionner le client pour identifier la douleur du client, alors que quelqu'un comme moi et comme bien d'autres, maintenant je suis plus tout seul à pratiquer le social selling, qui sont connus d'avance, vont se mettre dans une position, si le pitch, l'introduction est bonne, ils vont monter le niveau potentiel des questions et ils vont tout de suite aller dans le cœur du sujet. Et ça, c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça que d'une part, quand on forme les gens, on dit l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, ils ont été formés et continuent d'être formés de cette manière-là. Donc, oui, les choses se sont vraiment inversées. Mm-hmm. Également, ce qui est assez fou, ce qui est inversé, ça, j'en parle pas dans le bouquin, je parle dans les conférences. Il ne faut plus jamais paraître étonné lorsque quelqu'un vous reconnaît, parce que sinon, vous allez déjà le décevoir. Donc, il y a quelqu'un, voilà, moi, ça m'est arrivé ça avant-hier, dimanche, il y a quelqu'un qui me croise dans un parc, puis il commence à me parler. Manifestement, il me parle de mon bouquin et tout. Moi, je ne le remets pas, quoi. Mais je n'ai pas paru étonné. Et puis, quand il a commencé à me tutoyer, je me dis, tiens, punaise, là, on doit quand même se connaître et tout. Et puis, au fur et à mesure, j'ai identifié qu'on avait fait 4 chats. Et j'ai pu identifier dans quelle société il travaillait. Mais en fait, je n'ai pas posé les questions. Donc, j'ai fait confiance à la vie et en dialoguant avec lui, il allait me donner quelques indices. Mais là aussi, ça s'est transformé, ça s'est inversé, puisque quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous posez la question, comment allez-vous, comment vous appelez-vous? Et quand vous dites comment vous appelez-vous à quelqu'un qui vous connaît déjà d'avance et vous considère déjà comme un pote parce que vous avez répondu à des questions, mais en fait, votre mythe, j'ai parlé comme une star, hein, ça s'effondre, quoi, parce que vous ne l'avez pas reconnu. Et là aussi, les choses se sont inversées. Et il faut... voilà, moi, les deux conseils que j'ai reçus et que j'applique maintenant au quotidien, c'est celui de Belmondo, jamais paraître étonné quand on rencontre quelqu'un. Ça, il y a une scène culte dans le film Itinéraire d'un enfant gâté. Et alors, le deuxième qui m'a donné la bonne méthode, c'est mon médecin traitant. Alors, mes médecins traitants, c'est le docteur Goffinet, Philippe Goffinet. Mais moi, je connais son prénom, son nom, etc. Mais lui, il a, je ne sais pas moi, en patientèle, un médecin généraliste à Bruxelles, il a peut-être 4000 clients, le gars. Et moi, quand j'arrive dans son cabinet, c'est toujours mon petit gars.
Ah, ça va mon petit gars, et puis ça va mon petit gars et tout. Et puis un jour, je l'ai rencontré dans un club de tennis, et chaque fois que quelqu'un l'abordait, il disait ah, ça va mon petit gars, ça va mon petit gars. Et en fait, toute sa clientèle s'appelle mon petit gars. Ça veut dire qu'il a trouvé un truc, et il est adressé, c'est assez étonnant, hein. Il ne dit pas mon petit gars de la même manière à tout le monde, il a cette intelligence de vraiment l'offrir, mais c'est impossible de retenir tous les noms des clients. Et donc, c'est vrai que maintenant, moi, j'ai toujours la petite phrase, quand je ne reconnais pas les gens, ben, ça va chef. Si c'est les femmes, en fait, je dis, tiens, vous êtes la redoutable. Et là, ça peut être une demi-blague ou quoi, où elle se pose la question pourquoi j'ai dit la redoutable et tout. Mais toutes les femmes que je rencontre et je ne reconnais pas, je les appelle la redoutable et ça passe. Et donc, j'ai un petit mot magique d'introduction qui me permet de gagner du temps. Et c'est vrai que pour ça, le français est quand même pas mal fait. Parce que ne fût-ce qu'avec, je l'ai déjà dit, avec le tutoiement et le vouvoiement, permet d'identifier très rapidement si vous être proche ou pas proche d'elle. Donc ça fait un peu sous-marin nucléaire, mais... oui. Mais voilà, mais j'aime beaucoup cette phrase de Virginie Charles quand elle dit que les choses se sont inversées. Et alors aussi, il y a beaucoup de contre-intuitivité dans comment on agit dans les réseaux sociaux. Et donc, par exemple, l'erreur assez classique, et moi-même je l'ai fait, je l'ai appris en faisant la gaffe. Et donc, j'ai un contenu qui buzz. Et j'ai atteint plus de 400 personnes qui ont apprécié le petit post que j'avais rédigé le matin même. Et puis, j'ai commencé à démarcher tous les gens qui avaient liké ou commenté. Et en fait, les gens ont détesté. Mais en plus, j'ai eu la double sanction. C'est que les gens n'ont plus jamais liké ou commenté un de mes contenus. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il ne faut jamais attaquer des gens qui se manifestent sur votre flux d'actualité, sauf si c'est vraiment un gros signal d'achat, je peux vous commander. En fait, il ne faut pas prendre contact avec ces gens-là parce que c'est eux qui vont vous offrir un levier de visibilité. Et naturellement, il ne faut pas les agresser, ou en tout cas, pas de la manière que je l'ai fait. Et par contre, chaque fois que vous avez quelqu'un qui va liker, sharer, commenter votre contenu, ça va augmenter la viralité de votre contenu et ça va naturellement augmenter ce qu'on appelle l'audience silencieuse. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il faut attaquer les gens qui font partie de l'audience silencieuse. Donc, il y a suffisamment de données qui remontent de LinkedIn pour les identifier. Et il faut attaquer les gens qui vous observent régulièrement sans se manifester. Et là, en effet, ça va fonctionner. Ils n'auront pas l'impression d'être au tir au clé. Chaque fois qu'ils disent quelque chose, il y a un bon de commande ou une facture qui arrive. Et ça, c'est aussi, à la base, c'est contradictif parce qu'on disait aux gens, dès que la personne semble intéressée, vas-y mon Jojo, tu vas gagner, quoi. Mais non, c'est pas comme ça, quoi. C'est un peu plus fin que ça. Et il y a beaucoup de choses qui se sont, encore une fois, inversées. Il faut mettre un petit peu du temps. Le problème, c'est qu'avec le monde digital, tout s'est accéléré. On sent que tout s'est accéléré. Mais à un moment donné, une relation, ça se base sur le long terme. Il faut se hâter lentement, comme disait Auguste. Oui, voilà, exactement. Il y a aussi moi, j'ai quand même une statistique qui est assez impressionnante et j'ose même plus le dire aux prospects maintenant. C'est qu'en général, les gens qui me rencontrent pour la première fois me signent dès la première rencontre. Auparavant, il me fallait 6 à 7 visites pour établir la confiance. Maintenant, je n'ose plus le dire à les prospects parce qu'ils pensent que je suis un vendeur agressif et que je vais les coincer. Donc, je dis, oui, j'ai divisé par 2 le nombre de visites. Donc, je vais devoir faire 2 à 3 visites avec vous pour vous signer un jour quelque chose. Et au lieu de 6 auparavant. Mais en fait, la réalité, là, c'est en fait, en général, la plupart des gens me signent lors de la première rencontre. Mais pourquoi? Il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne suis pas devenu exceptionnel. C'est juste que pour que les humains se fassent confiance, et là maintenant, il y a les neurosciences qui commencent à confirmer cette présupposition, c'est qu'il faut 7 à 8 contacts visuels avec quelqu'un pour lui faire confiance. Même s'il paraît être un gredin, un truand, pas beau, en fait, par défaut, par la répétition, vous allez progressivement faire confiance aux gens. Ça veut dire que si vous transposez ça par rapport à des gens comme Philippe Deliage, Loïc Simon, Michael Aguilar, Yann Covenec, Patrice Sobillard, qui font tout pour afficher leur visage sur les réseaux sociaux, s'exprimer en podcast pour se faire reconnaître par la voix ou par les vidéos, mais c'est autant de contacts visuels ou sonores avec quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Donc, ça veut dire que moi, quand je rencontre la personne, la confiance est établie, puisqu'il a l'impression de me rencontrer pour la 7e ou la 8e fois.
Et en plus, pour une fois, je t'ai dit, il se réjouit de me rencontrer. Il se réjouit d'acheter chez moi. Donc ça, mais encore une fois, il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas des trucs magiques. Hein. Tout le monde peut faire ça. C'est pour ça que je comprends. C'est pas magique, mais pourtant, et on va conclure là-dessus, tu as commencé d'ailleurs ton interview en disant « J'ai essayé de former les gens et c'était pas facile ». Devenir une vedette, c'est pas évident pour tout le monde, pour monsieur tout le monde et pour le consultant de base qui essaye de survivre dans ce monde où il y a beaucoup de gens qui ont de la visibilité. Alors comment justement les aider et pourquoi ça rate et dans quelles circonstances ça rate et comment faire réussir? Comment ça réussit? Moi, je ne suis pas certain d'avoir trouvé, parce que moi, ça m'a tellement irrité de ne pas les transformer que j'ai un peu renoncé au marché de la formation. Donc, je ne le fais plus que vraiment quand on me demande avec beaucoup d'insistance. Par contre, j'aime bien revenir sur le fait, maintenant, je pense que ça fait partie de l'ADN, c'est-à-dire que quelqu'un qui refuse de se mettre en avant sur les réseaux sociaux n'a plus sa place comme une fonction commerciale. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des... Ça, c'est fort. Ça veut dire un commercial qui refuse les médias sociaux, en gros, il faut le virer, quoi. Mais pas oui, voilà. Faut renoncer. Oui, il faut renoncer à son profil. Maintenant, on peut transposer ça. On a des commerciaux qui sont très, très bons et qui ne sont pas sur les médias sociaux. Par contre, sont des champions du networking. Oui, mais peut-être que parce qu'on leur a mal appris que justement, c'était du networking, les réseaux sociaux n'étaient que du networking de manière digitale, peut-être par manque d'information. Donc, c'est fort, mais voilà, c'est une conviction profonde. Maintenant, c'est naturellement, on va réduire le nombre de profils par rapport à des gens qui veulent vraiment le faire. Et ça, si on transpose ça avec la télé-réalité, c'est vrai qu'on voit plein de gens qui désirent devenir célèbres et tout. Et on pense que tout le monde veut devenir célèbre. Mais non, en fait, ça, c'est réservé à quelques fous qui désirent se mettre en avant, d'exposer leur vie, etc. Et donc, c'est vrai que le focus est mis sur ces personnes-là, mais en fait, c'est partagé par très peu de personnes. Et auparavant, la fonction commerciale, l'envie de vente était partagée finalement avec peu de personnes. Donc, je pense qu'en effet, le spectre va encore être plus étroit. Et donc, je pense qu'en effet, les vrais commerciaux vont devenir des stars qui vont être surpayés peut-être, parce que comme il y aura moins de vendeurs, ils vont rafler toute la mise. Et ça va être ce que j'appelle, moi, le prochain bouquin que je vais écrire sera sur le personal branding et le droit et devoir du personal branding. Et je vais probablement parler du concept de marque totem. Et à un moment donné, il faut que les commerciaux deviennent leaders de leur secteur d'activité et ils sont le totem sur lequel tout le monde saurait faire. Naturellement, ça demande d'envoyer du bois, ça demande de la formation. C'est également l'objectif de mon livre. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, moi-même, à mon petit niveau, je suis présent tous les jours sur les réseaux sociaux. Sans mon équipe, c'est impossible. Donc, j'ai à ma disposition 1 jour et demi de compétences graphiques qui vont en fait me préparer les visuels que je vais utiliser dans la semaine qui suit. Et j'ai toujours une réserve. Et donc, le travail d'augmentation de ma présence digitale sur les réseaux sociaux est déjà professionnel, dans le sens où je ne le fais pas tout seul et que j'ai réussi à convaincre mes actionnaires qu'il fallait que j'aie un budget marketing pour exister sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est ma conviction. Donc pour moi, je pense que en tout cas, je serai patron, je n'engagerai plus un sales qui n'a pas envie de se mettre en avant. Après, je le formerai aux méthodes. Je lui interdirai de venir au bureau et je lui dirai d'aller dans les espaces de coworking tous les jours et d'aller dans l'espace de networking frais. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence d'un bon vendeur et un moins bon, c'est qu'il est dans la bonne énergie. Et donc, c'est vrai que moi, quand je fais un networking qui est stratégique, qui va se dérouler de 6h à minuit, moi, j'arrête de travailler à midi. Je prends les 4 heures pour me reposer. Et puis, j'arrive à 16h et je suis en pleine forme pour networker. Alors que je suis en face de commerciaux qui ont fait toute la journée. Ils ont réglé plein de problèmes. Et ils arrivent, ils ont crevé. Et ils ne voient pas les signaux d'achat parce qu'ils sont morts. Donc, voilà, il y a vraiment un switch. Là aussi, les choses se sont inversées. Ben voilà, donc voilà ce qui reste à faire à nos commerciaux. Acheter, être connu d'avance, accélère la vente de Philippe de Liège et se reposer l'après-midi et faire la sieste. Merci Philippe. Merci, à bientôt Yann. Des interviews, des chiffres, des faits.
des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.